regarde bien, tu vas choisir, d'accord? Tu choisis le jeu que tu veux. Celui-là. Non. Celui-ci. Oh oui, oui, il est bien, d'accord. Celui-là, hein? C'est mon préféré. D'accord. Tu veux pas essayer celui-là? On se bien, il est bien, je l'aime bien. Mais ils sont tous bien en fait. Bah oui, je joue tous les jours, je suis bon. Et celui-là? Oui, oui, j'aime bien celui-là, j'aime bien. Celui-là? Non. Non, celui-là il aime pas. Nous voilà de retour à la cité pour la suite et la fin de notre programme consacré aux joies du cocooning. Alors pour notre dernière ligne droite, nous avons une fois de plus changé de décor. Nous nous trouvons dans l'e-lab, un espace entièrement consacré aux jeux vidéo. Immersif, évolutif, informatif mais aussi distrayant, l'e-lab explore le jeu vidéo sous toutes ses facettes, qu'il s'agisse de ses technologies, de ses métiers ou encore de l'impact social des jeux vidéo. Car c'est un fait, ces dernières décennies, l'impact des jeux vidéo s'est considérablement accru, notamment sous l'effet ces dernières années des différents confinements auxquels nous avons été contraints. Mais ça, nous allons avoir la possibilité d'en parler un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est absolument partout. Alors il faut dire que le chemin a été long puisque pendant longtemps, les jeux vidéo ont été escortés par une triste réputation. On les considérait comme trop violents, comme abrutissants. Et bien maintenant, cet âge-là est révolu. Aujourd'hui, le jeu vidéo est partout. Et ce n'est pas notre prochain invité, Patrice Bauduin, qui nous dira le contraire. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre antre. Alors, c'est toujours un plaisir. Écoutez, le plaisir est partagé. Comme je le disais à l'instant, le jeu vidéo s'est beaucoup démocratisé ces dernières décennies, particulièrement ces dernières années. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques chiffres en France qui sont très très éloquents, c'est bien ça? Tout à fait. Alors en fait, on a des chiffres qui nous sont fournis régulièrement tous les ans en fait par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui fait une enquête tous les ans pour avoir un instantané un petit peu du paysage vidéoludique en France. Et c'est grâce à ces chiffres qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, quasiment les 3/4 des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement. On sait que la moyenne d'âge le joueur moyen a 39 ans en France. C'est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Bien sûr. On est du coup très loin de l'image d'Épinal du jeu vidéo qui serait un loisir à destination des adolescents. Et parmi ces joueurs occasionnels, on sait que 2 enfants sur 3 et 1 adulte sur 3 jouent au moins tous les jours. Ah mais c'est colossal quand même. Donc là on voit bien que c'est un mouvement de fond qui s'est considérablement accru, encore une fois, ces dernières années. Vous avez parlé d'images d'Épinal à l'instant, il y en a une, et je l'évoquais d'ailleurs dans la présentation, qui colle un peu aux jeux vidéo. Avant on disait que c'était abrutissant, c'était parfois trop violent. Et en fait on se rend compte qu'ils sont vraiment pas dénués de vertu, les jeux vidéo, à l'usage. Tout à fait. L'un des aspects qui est ressorti dernièrement suite à la crise sanitaire qu'on a tous vécue, c'est que le jeu vidéo pouvait être un moyen de s'évader, de se libérer un peu de la solitude qu'on pouvait avoir en étant enfermé chez soi à cause des restrictions qu'on a tous connues. Du coup, l'OMS elle-même a reconnu les bienfaits du jeu vidéo pour pouvoir s'évader, et de toute façon, une majorité des Français, plus de 70% je crois, si je me souviens bien, ont une bonne image du jeu vidéo aujourd'hui, considèrent que c'est un moyen de s'évader, c'est un moyen de se libérer l'esprit, de s'occuper et de chasser l'ennui. Et puis c'est générateur de liens sociaux, puisqu'on voit qu'il y a énormément de jeux qui sont soit collaboratifs, soit des jeux, alors c'est les MMORPG qui sont représentatifs de ça, massivement multiplayer, quelque chose dans ce genre. Alors effectivement, il y a toute la partie online qui a permis aux jeux vidéo de se libérer de la limite qu'on avait avant de l'écran, qui permet aujourd'hui de jouer avec n'importe qui à travers le monde. Ceci étant dit, ces dernières années, on a eu un retour quand même en force de ces jeux que l'on partage, auxquels on joue tous ensemble à 2, 3, 4 devant un écran, ce qu'on appelle le couch gaming, le jeu de canapé en fait. Ça fait un gros retour en force. Il y a beaucoup de jeux
qui ont eu énormément de succès, notamment avec la crise Covid. On pouvait jouer en famille et s'éclater tous ensemble, partager un moment grâce aux jeux vidéo. Des jeux qui sont évidemment très adaptés au cocooning, comme vous pouvez l'imaginer. Alors parmi les vertus du jeu vidéo aujourd'hui, il y en a une qui est évidente pour tous ceux qui les pratiquent, c'est leur immense diversité. Et je crois d'ailleurs que vous nous avez préparé une belle sélection, un beau panel qui illustre justement cette diversité dans le monde du jeu vidéo. Vraiment aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Eh bien, je vais vous passer la main pour que vous nous en présentiez quelques-uns. Tout à fait. On a essayé de faire une petite sélection qui toucherait un petit peu tous les publics, qui permettrait à tous les joueurs de s'y retrouver. Le premier jeu auquel on a tout de suite pensé, c'est un jeu qui s'appelle It Takes Two, qui est très intéressant. Il est sorti cette année sur ordinateur et console de salon, PS4, 5 et Xbox Series. C'est un jeu coopératif qui se joue à deux. Et dans ce jeu-là, en fait, on incarne un couple sur le point de divorcer. Ce couple se retrouve transformé en poupée et va devoir surmonter des épreuves, réapprendre à communiquer, réapprendre à coopérer pour pouvoir retrouver son apparence d'humain et puis surtout peut-être rebondir et reconstruire quelque chose en couple derrière. Et c'est un jeu qui se fait uniquement à deux. C'est très très intéressant et c'est vraiment un jeu qui a un petit peu accompagner le propos de la crise sanitaire où il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à se supporter parce que un peu trop de promiscuité pendant trop longtemps. Et ben là, il y avait ce jeu-là qui répondait un petit peu à ça. Il a presque des vertus thérapeutiques, j'ai l'impression, ce jeu-là. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est en tout cas un propos très intéressant et de plus en plus, on voit beaucoup d'originalité dans les propos portés par les jeux, ce qui permet d'avoir vraiment une offre très diversifiée, comme vous le disiez tout à l'heure. Très bien, on passe au suivant. Le suivant, A Short Hike. Alors ça, c'est un jeu, c'est un de mes chouchous en fait. C'est un jeu qui est sorti en 2019, d'abord sur PC et puis après en 2020 sur console. C'est un jeu de balade en fait. On se balade sur une île. On incarne un petit personnage qui est un petit oiseau, Claire, qui est en vacances chez sa tante. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances? On se balade, on profite du temps, on pêche, on rencontre des gens, on fait des activités. Il y a un but dans ce jeu-là. Il faut escalader le mont qui représente le centre de l'île. Mais on n'est pas obligé. Peut-être que dans ce jeu-là, on peut prendre son temps pour faire du farniente, pour aller discuter, pour aller jouer à un jeu de ballon avec les personnages que l'on croise. Et c'est une ode en fait à ce qu'on appelle le slow gaming. Il y a un vrai mouvement dans le jeu vidéo aujourd'hui de réapprendre à avoir des objectifs qui ne sont pas forcément la confrontation, la recherche de performance, mais simplement prendre son temps, redécouvrir un univers et peut-être avoir une expérience un peu plus poétique. Écoutez, je pense que ça devrait plaire à nos amis qui vont pratiquer intensément le cocooning à la suite de cette émission. Effectivement, c'est très adapté. Je me souviens même d'un jeu, je crois, où on pouvait incarner le vent, tout simplement, qui passait entre des fleurs et sur des collines. Flower, ça s'appelle. C'était un jeu merveilleux. Alors, je crois que vous avez aussi dans votre sélection choisi des jeux un tout petit peu plus traditionnels et dynamiques, dont un qui est connu de tous, c'est un FPS, un First Personal Shooter, c'est ça? Alors oui, c'est la grosse sensation qui est sortie au mois de décembre, il y a quelques semaines à peine. C'est le nouvel épisode de la saga Halo, Halo Infinite, le 6e épisode de la série canonique, parce qu'après il y a eu plein d'épisodes spin-off bien sûr. C'est la grosse sensation, c'est le jeu très spectaculaire orienté gamer où vous avez la partie solo où vous pouvez suivre encore une fois les pérégrinations du personnage principal Master Chief à travers la galaxie, ou alors vous orientez vers la partie multiplayer qui permet de s'affronter dans un joyeux bazar, de jouer aux gendarmes et aux voleurs de manière virtuelle. C'est très sympa, c'est plus bon enfant que ça en a l'air, et c'est vraiment le gros titre FPS sorti ces dernières semaines. Là, on a quitté le champ de la poésie, hein. Très clairement avec Halo, on est sur quelque chose d'un petit peu plus vitaminé. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous avez concocté d'autre?
Alors après, dans la catégorie vitaminée aussi, un petit peu orienté gamer, il y a Forza Motorsport 5 qui est sorti il y a quelques mois, qui est donc le 5e épisode d'une célèbre licence de jeu de course automobile. La particularité de ces jeux-là, c'est que les Forza Horizon se jouent dans des mondes ouverts où il n'y a pas de succession de courses à faire comme dans les jeux un peu plus traditionnels. Là, vous avez une carte à disposition. Libre à vous de vous balader, libre à vous de participer à des événements de course, de drift, pourquoi pas du rallye. Jouer tout seul, jouer à plusieurs, en multiplayer aussi, parce que le jeu peut se jouer online. Et ce qui est très intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il a énormément d'options d'accessibilité qui permettent de le rendre jouable pour le plus grand nombre. Il y a bien sûr des options qui permettent de rendre le jeu un peu plus facile pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à des jeux gamers, mais il y a aussi tout un tas d'options facilitantes pour les gens qui ont des soucis de vision, des soucis pour jouer avec une manette ou pour pouvoir brancher des manettes spécialisées pour les publics dits handicapés. Il y a plein d'options qui sont disponibles dans ce jeu-là et ce qui en fait un jeu très très accessible. Et ce qui est plutôt rare, d'ailleurs, j'imagine, dans le monde du jeu vidéo. C'est encore assez rare, mais il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui pour essayer de rendre le jeu vidéo le plus accessible possible. Ce qui fait que la plupart des éditeurs maintenant commencent à intégrer peu ou prou des options d'accessibilité pour avoir, par exemple, ne serait-ce que du sous-titrage pour pouvoir rendre le jeu accessible aux malentendants. Peut-être des options permettant de régler les couleurs, régler le contraste pour les gens atteints de daltonisme ou ce genre de choses. Il y a une vraie amorce dans ce sens-là et c'est très positif. Ça redonne un petit peu d'épaisseur à la notion de tout public. Patrice, est-ce que vous avez une dernière suggestion pour compléter la liste? Alors oui, j'en aurais même plein en fait, parce que le jeu vidéo est un média très dynamique, il y a des sorties très régulières, mais il y a un jeu qui s'est fait remarquer ces derniers mois, c'est un jeu indépendant qui a été créé par un tout petit studio qui initialement c'était dédié à l'animation. Et s'est tourné vers le jeu vidéo au fur et à mesure du temps. Ce jeu s'appelle Kena Bridge of Spirits et c'est un jeu d'action-aventure somme toute assez classique. Mais qu'est-ce qu'il est beau, on sent la patte d'un studio qui a l'habitude de faire de l'animation parce que visuellement ça se traduit par quelque chose qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on a l'habitude de voir sur les grands écrans. Il y en a plein qui parlent de Pixar, de références à Hayao Miyazaki aussi. Ce jeu est un petit peu la somme de toutes ces influences-là et propose un véritable univers visuel très fort, une aventure très jolie avec un jeu qui est techniquement très abouti malgré le fait que ce soit un tout petit studio qui l'ait fait. C'est une très très belle aventure et si vous voulez voir ce que le jeu vidéo peut proposer en termes d'ambiance, d'immersion visuelle, c'est un très bon exemple, il faut aller voir ça. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Patrice pour cette sélection. Juste une petite question, à l'ILAB bientôt, des événements sont-ils programmés ? Alors, l'ILAB, il se passe toujours quelque chose. On a des animations qui sont programmées régulièrement. Si vous venez le week-end notamment, vous allez pouvoir assister à des animations, peut-être faire un peu de réalité virtuelle, peut-être assister à une animation qui va parler des problèmes d'addiction aux jeux vidéo, etc. etc. Mais on a aussi effectivement une programmation d'événements à venir. Au mois de mars, on va avoir un événement qui s'appelle Jeux vidéo et handicap, donc la question de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Et puis au mois d'avril, donc jeux vidéo et santé, l'impact du jeu vidéo sur la santé et comment le jeu vidéo peut être utilisé comme outil dans le cadre du bien-être de tout à chacun. Très bien, bah, Patrice, merci encore infiniment de votre venue et pour la présentation du lieu et des jeux. Je vous invite à venir nombreux découvrir l'ILAB. C'est vraiment un endroit fabuleux pour tout gamer qui se respecte. Je pense qu'il faudrait quand même lui rendre une petite visite. D'ailleurs, moi je vais me prêter à l'exercice parce que j'ai repéré quelques bornes d'arcade qui m'ont rappelé mon enfance. Donc je vais y aller tout de suite. Merci beaucoup Patrice. Merci à vous. Oh, mais c'est l'atelier de bruitage, tu te rappelles? Oui, c'est ce qu'on aura appris. Qu'est-ce que j'avais appris? Ah oui. Ah oui, le cheval, toi, t'avais fait, c'est vrai. C'est pas le cheval, c'est le canard. Ah bon, pardon. T'avais bien appris.
Bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci de me rejoindre pour cet atelier un peu étrange, vous allez voir, sur le son. Je me présente, je m'appelle Jean-Carl Feldis. Je suis musicien, compositeur et je suis également bruiteur. Aujourd'hui, nous allons parler de bruitage. J'ai ramené plein d'objets sur la table, bien entendu. J'ai un ordinateur qui va me servir à enregistrer les sons et pour avoir un retour d'image, bien entendu. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir comment on peut fabriquer le son d'un feu, le son d'une petite pluie, le bruit des grenouilles, le son d'un cheval au galop et les ailes d'oiseau d'un pigeon qui s'envole. Nous allons commencer par le bruitage d'un feu de cheminée. Je pourrais faire un vrai feu, ça serait l'idéal, mais on m'a interdit de faire ça aujourd'hui. Donc, sur ma table un peu magique, j'ai ramené plusieurs objets. Donc, je vais prendre déjà un petit balai en paille. Ensuite, j'ai récupéré 2 pommes de pin que j'ai été chercher en forêt, qui ont séché, bien entendu. Surtout pas humides, il faut qu'elles soient bien sèches. Et je vais jouer avec mon micro, c'est-à-dire que le micro, pour moi, est un instrument de musique. Il ne faut surtout pas trop se coller, ni trop s'éloigner. Et pour le bruitage du feu, vous pouvez essayer chez vous. Avec le balai en paille d'une main, vous allez gratter comme ça avec le bout de vos doigts, le balai, comme ça. Vous l'entendez ? Et avec les 2 pommes de main, vous allez les écraser l'une contre elles, mais derrière le balai, pour que la distance avec le micro soit un peu plus éloignée. Et quand on écoute les deux, vous pouvez vous entraîner chez vous. Maintenant, nous allons essayer de faire le bruit d'un cheval au galop. J'aurais pu ramener un vrai cheval, mais non. Donc j'ai ramené des entonnoirs. 2 entonnoirs. Ça peut marcher aussi avec des noix de coco vides, bien entendu, pas pleines. Moi, je préfère les entonnoirs parce que je les tiens bien en main, c'est plus simple. Sur mon bureau, j'ai ramené aussi un chiffon épais. Tout simplement, pas mouillé du tout, hein, épais, que je mets par terre comme ça, j'étale bien. L'idée, c'est d'étouffer un petit peu le son. Sinon, on va entendre le bruit du bois et c'est pas l'idée. Vous allez voir dans la vidéo que le cheval court sur une plage, sur du sable. Voilà, les bruiteurs préparent toujours leur sol, bien entendu. Et alors, c'est pas très facile à faire. Dans sa tête, il faut compter 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce qu'il va très vite dans la vidéo. Pour les droitiers, vous pouvez faire 2 coups à droite et 1 coup à gauche. Donc dans votre tête, vous comptez 3. Droite, droite, gauche. Comme une percussion. Pour les gauchers, c'est le contraire. On peut faire 2 coups à gauche et 1 coup à droite. Alors moi, je suis musicien, je vous l'ai expliqué, et je suis aussi percussionniste, et donc on travaille beaucoup l'indépendance des mains. Et moi, quand je dois faire le bruit d'un cheval au galop ou au pas, je préfère faire gauche, droite, gauche, parce que je suis gaucher, ma main forte est la main gauche. Et quand je le répète, c'est assez... ça marche. J'ai ramené un tout petit peu de son d'ambiance aussi, parce que le cheval court sur une plage, et j'ai juste ramené une ambiance de mer, de vagues, comme ça, que j'ai pas mis trop fort, et vous entendrez les sabots aussi du cheval. Vous pouvez toujours vous entraîner à faire un cheval au pas. Au pas, c'est presque plus dur. Il faut faire droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Beaucoup plus simple d'avoir ça dans sa valise qu'un vrai cheval. Nous allons essayer de faire le son d'une petite pluie. On peut attendre qu'il pleuve dehors, sortir le micro, ça serait une solution, mais des fois c'est pas simple ça. Alors, encore sur ma table magique, j'ai ramené plusieurs choses. C'est un bruitage qui est délicat à faire. Chez vous, vous pouvez même le faire à plusieurs, si vous êtes plusieurs. Quand on est seul, ce qui peut arriver, je suis seul aujourd'hui, donc je vais prendre des petits sacs plastiques de supermarché pour les fruits et légumes. Alors, on les tient comme ça en boule et on fait surtout pas ça, surtout pas. L'idée, c'est on va se laver les mains lentement avec.
avoir un son très très régulier, comme ça. Et en plus de ce son-là, avec ma bouche, je vais faire des petites gouttes d'eau. Je vais essayer en claquant la langue contre mon palais. Alors attention, ne faites pas des balles de ping-pong. Hein. L'idée, c'est pas de faire... surtout pas. Et surtout, je vais ouvrir ma bouche lentement et la fermer en permanence. Comme ça, j'aurai jamais deux fois le même son. L'idée, pour vous, c'est d'essayer de reproduire ce son-là. Et quand on fait un doux mélange des deux, pareil. Je vais me rapprocher du micro pour les sacs plastiques, pas trop proche, et je vais m'éloigner pour les bruits de bouche. Vous pouvez le faire dans votre oreille, hein, ça c'est assez magique. C'est parti. Donc je ne vais pas parler, absolument pas. On va juste écouter le son. Voilà, c'est assez magique. Maintenant, nous allons essayer de faire le bruitage d'une grenouille. C'est pas très simple. Vous pouvez toujours aller chercher une grenouille, mais bon courage, quoi. Faut la trouver, ça c'est vraiment pas simple. Pareil, sur mes objets sur ma table. Alors, on connaît tous cet objet un peu rigolo qu'on peut trouver, qui est un objet en bois qui imite un peu, vous le connaissez certainement, ça fait ça. Pourquoi pas? Ça pourrait peut-être marcher, mais je trouve pas ça assez réaliste. Et vous avez bien compris que mon métier, c'est d'être dans le réalisme le plus possible, avec l'image, bien entendu. Pour ça, je vous demande d'aller prendre un tout petit récipient rempli d'eau, un tout petit. Ensuite, vous allez récupérer une tasse à café, vide, bien entendu. Vous allez mouiller la tasse à café et vider l'eau, bien entendu. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau dans la tasse. Et vous allez mouiller votre main. C'est un bruitage qui est délicat à faire, qui n'est pas très facile. L'idée, c'est qu'on voudrait nettoyer le fond de la tasse à café. En fait, il y a un rythme à faire, à respecter, c'est deux sons. Vous allez voir, on va essayer. Vous allez voir, j'ai même ramené une autre tasse qui est un petit peu plus petite, et je pense qu'elle va avoir un autre son aussi. Toutes les tasses ont leur son. Il y a des grenouilles différentes. Vous allez voir le résultat avec la vidéo. Et même, je me suis permis de rajouter un petit son d'ambiance. Vous allez entendre des petits oiseaux, voilà, pour que ça paraisse encore le plus naturel possible. Et bien sûr, avec le son de la grenouille. Bon courage! Maintenant, nous allons essayer de faire le bruitage des ailes d'un pigeon qui s'envole. J'aurais pu ramener un vrai pigeon. Et c'est pas ce qui manque à Paris, hein, on est bien d'accord. Mais non. Trop facile ou trop compliqué finalement. Pour ça, je vais prendre un gant. On a tous des gants vu la période, hein. On est en hiver. Alors, vous allez le tenir de la main gauche, de la main droite, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas faire ça. Ça, c'est bien pour la vidéo, pour la photo, mais ça ne marche surtout pas. C'est quand le gant va taper votre main, comme ça. Là, je vais être confronté à quelque chose d'important dont je n'ai pas encore parlé, la synchronisation. C'est quand le son est en même temps que l'image. Pour la pluie, c'était pas bien gênant. Pour la grenouille non plus. Pour le feu non plus. La vidéo que vous allez voir, c'est très compliqué parce qu'on voit un pigeon qui est sur une route qui marche. Donc finalement, dans la vraie vie, on ne devrait peut-être pas entendre les pas du pigeon, sauf si on se collait par terre à l'écouter. Mais la magie du son au cinéma, c'est de l'illusion. On vous fait entendre des sons qu'on n'entendrait pas dans la vraie vie. Pour faire ce son-là, je vais tapoter simplement avec mes doigts comme ça. Et avec ma main droite, je vais bien regarder le moment où le pigeon va s'envoler, je vais faire ça. Et après, vous allez voir, il réatterrit, bien sûr, et il continue à marcher. Donc je vais être très concentré sur l'image, mais c'est normal. Là, je dois être très synchronisé. Bonne chance à vous et bon courage. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier de bruitage. J'espère que vous avez appris des choses. Vous avez bien compris que c'est de la recherche en permanence. Et une fois qu'on trouve, on est content, on le garde. Amusez-vous chez vous à essayer, tester des choses. Bien sûr, sur la liste, il y avait des objets parasites, des intrus. J'ai fait un petit peu exprès. Je voulais vous induire en erreur, voilà, vous donner des fausses pistes. Mais en tout cas, bonne soirée à vous.
Et je vais finir peut-être avec ça. Oh, regarde les deux comme ils sont bien. Oh là ils sont là. bien. Regarde ces corps. Oh. T'es un peu obsédé. Mais oui, ils sont beaux. Mais bien sûr qu'ils sont beaux. Oh, dis donc. C'est nous. C'est nous. C'est nous, là. Oui, c'est vrai que ça nous ressemble, c'est nous, ça nous ressemble. Oh, mais oui, c'est nous, ça nous ressemble. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce que je m'aime. Qu'est-ce que je m'aime.
Nous voilà arrivés au terme de ce programme consacré aux 1001 visages du cocooning. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le suivre que nous à le concevoir. J'espère surtout qu'il vous aura donné beaucoup d'idées pour habiller vos longues journées d'hiver. Je remercie évidemment tous les intervenants qui ont rendu ce programme possible. Je remercie également les équipes de la Cité qui m'ont aidé à le préparer et évidemment les équipes aussi de Iki Productions qui l'ont réalisé et produit dans un temps record. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2022.